Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, l'ensemble humain, tous les humains réunis, nous sommes 8 milliards et quelques actuellement, on travaille tous, on donne tous l'entièreté de notre existence à une œuvre qui est celle de construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra bien sûr encore pas mal de temps, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe. L'humanité a le temps. À partir du moment où on prendra conscience que c'est notre destinée, et ça c'est la science qui pourra le démontrer, ou la technologie, disons maintenant peut-être, ça va être l'IA, ça va être la capacité des ordinateurs de pouvoir modéliser l'ensemble de ce qui a été réalisé par l'humanité depuis son origine, et puis avec cette cette somme des connaissances, peut-être que l'ordinateur dira oui, effectivement, l'humanité, elle suit un but, une progression, on peut déterminer maintenant qu'elle suit une progression, et si ça se prolonge dans quelques siècles, on atteindra une sorte d'acmé. Les Grecs parlaient du plus haut degré possible d'un individu, son apothéose en somme, et donc atteindra cet état de sagesse. Voilà, la perfection pour moi, je l'imagine comme un homme qui est entièrement pacifié, qui n'est plus un loup pour l'homme, donc qui ne représente plus aucun danger pour lui-même, pour ses congénères ou pour la planète. Donc un homme qui a atteint le 100% écologique, donc qui n'a plus d'impact négatif, la mise en commun de tout, la fin des frontières, l'universalité totale, donc des humains qui vivent au sein d'une humanité, même s'il y a peut-être des différences, comme on les connaît, ethniques, je ne sais pas encore, des différences de spiritualité, des choses comme ça, mais toutes ces différences seront secondaires. L'appartenance à l'humanité, au collectif humain, sera prioritaire, c'est-à-dire que les êtres humains auront d'abord le sentiment d'appartenir à l'humanité avant tout. Résultats de recherche. Pardon, mais voilà. Et donc, voilà à peu près donc la mise en commun de tout, la fin de l'argent, tout sera gratuit, tout sera à portée de, et ce sera ce qui sera mis en avant, ça sera le bonheur. Bon, on voit que ça commence à exister, on commence à y penser. Par exemple, le Bhoutan, c'est le bonheur qui est le symbole de la du meilleur. Le PIB, au lieu que ça soit le PIB, oui, ben c'est le PIB, c'est le produit interne, je ne sais plus à quoi ça correspond, produit interne brut, et donc là c'est le produit interne du bonheur en réalité. Et ça n'est plus l'argent, les valeurs, etc. Mais évidemment, pour atteindre ça, il faut qu'on continue à travailler, qu'on continue à utiliser l'argent, le commerce, les antagonismes, la compétition, la jalousie,
et en même temps l'entraide, et en même temps, voilà, le côté positif, le côté négatif, qui est en compétition d'une certaine façon, et avec comme résultat, c'est le positif qui l'emporte à chaque fois. Hein, c'est pas Hitler qui a gagné la guerre, même si voilà, il a voulu essayer d'imposer quelque chose pour 1000 ans, un règne où c'était en gros le mal qui l'emportait, hein, faut le dire. C'est le mal brut, on pourrait dire, parce que le mal, il existe même dans les sociétés qui se disent démocratiques et positives, etc. Mais là, c'est le mal vraiment déterminé, avec maltraitance de certains, crimes envers certains, etc. Mais de façon légiférée, on pourrait dire, de façon claire et nette. Eh bien, il a duré 20 ans, quoi, hein, son règne. Et en fait, c'est l'humanité qui s'est rassemblée, qui a convergé pour aller anéantir le mal, voilà. Et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne l'état de perfection. Et donc, on a besoin effectivement de toutes nos pulsions, même négatives, de cette construction désordonnée, de notre inconscience, de tout ça pour continuer à travailler. Mais progressivement, la conscience va monter dans l'humanité et on va pouvoir finir l'humanité de façon consciente. À un certain moment, l'humanité prendra conscience de ce qu'elle réalise, c'est-à-dire ce paradis qu'on est en train de construire. En prenant conscience, elle agira de façon déterminée et non pas comme aujourd'hui de façon instinctive, inconsciente. On construit le paradis de façon inconsciente. Et quand on le construira de façon consciente, eh ben, ça sera complètement différent. Parce que là, ça sera... l'humanité se mettra à travailler en commun, en mutualité, en symbiose. Voilà. Donc, je vais reprendre la lecture de cet ouvrage-là. J'utilise des ouvrages de temps en temps pour pouvoir préciser cette théorie de façon un peu plus agréable. Voilà. Alors, donc, c'est une réflexion sur l'existentialisme qui se veut une philosophie de la vie par rapport à une philosophie de la pensée, vraiment une philosophie qui analyse vraiment l'existant tel qu'il est, et non pas qui idéalise ou qui cherche à intellectualiser les choses. Voilà. Alors, démocratisation de la philosophie. Avant de poursuivre, je voudrais faire toucher sous un autre aspect la révolution survenue au XIXe siècle dans la philosophie par le triomphe des doctrines allemandes et leur gain d'heure en heure plus poussé en surface et en profondeur. Au XIXe siècle, il y a eu une révolution de la pensée, quelque chose d'assez incroyable. Et justement, la réflexion sur une amélioration progressive de l'humanité pouvait naître à ce moment-là, parce que le progrès donnait une image de pouvoir améliorer les choses. Il n'avait pas eu on n'avait pas vécu à cause du progrès ce que le progrès a fait en 1940, ce qu'il a fait en 1914. Voilà ces deux guerres qui sont aussi dont le ravage a été inouï à cause du progrès et qui a fait tomber le mythe du progrès positif. Et pourtant, il est positif, mais on ne pouvait plus le voir de façon positive.
Au XIXe siècle, il était vu de façon positive. Il y avait plein de choses qui montraient ça. Et c'est pour ça que on retrouve chez les philosophes, chez les en France, en Allemagne, cette idée d'évolution positive vers un monde meilleur. L'assaut contre la pensée au nom de la vie est, rappelons-nous plus haut, le mouvement naturel des foules. Cependant, peut-on ajouter que l'attachement à la pensée dans son opposition à la vie est le propre d'hommes d'exception et peu nombreux, généralement solitaires, assez hautains, disons, d'une aristocratie. Alors ça, c'était peut-être valable pour les penseurs, justement, pour certains types de penseurs. Mais il est peut-être que depuis, justement, l'existentialisme, où les penseurs, à la limite, ont essayé de descendre vers le peuple, de faire peuple, en somme, et de travailler pour le peuple de façon déterminée, eh bien, ça change. Et maintenant, peut-être... Alors, il reste bien sûr des penseurs qui se disent l'élite, qui se pensent un petit peu comme ça. Mais de plus en plus, la pensée ordinaire, la pensée qui vient du prolétariat, du peuple, qui n'est pas passé par l'université, comme ça a été mon cas, eh bien, vient se mélanger aux universitaires et aux penseurs, on va dire, de notoriété. Et ça donne quelque chose qui va être intéressant. Je militais justement pour que les centres de créativité que sont comment ça s'appelle, les chercheurs travaillent pour pour les organismes d'État, voilà, où il y a tous les chercheurs qui sont là, les scientifiques, etc. Je militais pour qu'ils fassent venir des intuitifs, des gens qui ont loupé la scolarité, mais qui avaient des potentiels de créativité, etc. Et de mélanger ces deux façons de penser pour doper la créativité. Je l'ai pas écrit où il fallait, ça n'a pas été mis en lumière, donc c'est resté lettre morte, mais c'est en train de changer justement grâce à ce côté qui s'impose tout seul, quoi. Parce que ces penseurs, les universitaires lisent sur Internet les choses, etc. Donc, moi, j'ai bien vu que certains sont passés sur mon site, etc., ont vu ce travail. Donc, et que ça enrichit leur pensée, etc. Et réciproquement, donc, c'est quelque chose de positif. Donc, on sort de cette aristocratie dont il parle. D'où il suit qu'on peut dire qu'avec la révolution du XIXe siècle, la philosophie, qui jusqu'alors était aristocratique, est devenue peuple. Voilà, alors ça a commencé là. Une fois de plus, le verbe s'est fait chair. Oh, intéressant. Et de fait, la philosophie s'est mise à adopter la hiérarchie de valeurs caractéristiques du peuple, plus exactement du siècle, plaçant résolument l'inquiétude de la vie au-dessus de l'idée. 1. Alors, il y a un petit renvoi. En appelant idée une certaine assurance de facile intelligibilité et âme une certaine inquiétude de vie, soulignée par l'auteur, il semble qu'un invisible courant porte la philosophie moderne à hausser l'âme au-dessus de l'idée. Bergson, Introduction à la métaphysique. Bergson, c'est important et il faudrait que je m'intéresse un peu plus près. On remarquera la timidité du mot facile. En vérité, l'intelligibilité difficile est, non moins que l'autre, répudiée par le bergsonisme du fait qu'elle relève de l'intelligence.
Alors, c'est étonnant parce que je suis allé lire un peu la biographie de Benda que je ne connaissais pas du tout. Et il a été très critique envers Bergson qui était à la mode à l'époque. Et c'est un peu le principe quand y a une sorte de, disons-le, de jalousie vis-à-vis de du philosophe qui est au top niveau, qui est encensé. Et donc ça, ça fait naître souvent une sorte de jalousie chez les prétendants. On le retrouve avec Schopenhauer et Hegel. Voilà, Hegel était en vogue, Schopenhauer bataillait pour s'imposer. Et donc, ça donne une sorte de rancœur, etc. On l'a vu avec Picasso et Matisse. Matisse était au top niveau. Il fait l'hymne à la joie et Picasso, pour passer par devant, il va faire les femmes au bordel. Voilà, il va dire non, la vérité, c'est pas ça, ça c'est l'idéalisé. Ça c'est idéalisé, la vérité c'est les femmes qui sont, voilà, il faut casser l'image des choses, enlever la beauté, enlever, etc. Et donc c'est des réactions en réalité. Barbares honteux de leur barbarie, c'est l'équivoque dont est l'objet l'obscurité que le malarméisme réclame pour le poème, obscurité dont beaucoup croient qu'elle n'est que relative, alors que l'auteur du coup de dé la veut absolue. On se demande aussi pourquoi le maître des données immédiates veut que le courant philosophique qui élève l'âme au-dessus de l'idée soit invisible alors qu'il s'étale au plein jour et en toute gloire. Il y a là chez lui un relent de respect pour l'intellectualisme dont ses successeurs s'affranchiront. Alors, il y a cette critique, peut-être qu'elle est née aussi du fait que on dirait que Benda était du côté du communisme et donc était s'éloigner du spirituel. Et donc, alors que Bergson était peut-être proche du spirituel. Et c'est peut-être ça qui a donné cette façon de penser. Donc, son hostilité envers le monde lui faisant honte d'avoir été critiqué, d'avoir été critique et non humaine. Aussi bien ces grandes incarnations, le bergsonisme, le nietzschéisme, l'existentialisme, auront-elles été des philosophies populaires pour autant que le peuple s'intéresse à la philosophie, ce que ne furent ni le platonisme, ni le spinozisme, ni le kantisme. Non pas que le peuple perçoive la personnalité de ces nouvelles doctrines, mais parce qu'il sent très justement qu'elles placent toute la vie au-dessus de la pensée. Je me borne à signaler au lecteur cette démocratisation de la philosophie, lui laissant le soin de décider si elle marque un progrès pour cette activité. C'est intéressant même s'il met un petit peu d'esprit critique, il laisse le choix au lecteur. Et oui, effectivement, il y a cette démocratisation. Et on va vers la démocratisation des choses, même si un courant aristocratique revient. Là, il y a une nouvelle aristocratie qui s'est imposée avec l'argent, avec le business, avec ce retour à l'extrême droite qui est aristocratique, faut le voir comme ça. C'est l'aristocratie guerrière, l'aristocratie, voilà, mais c'est pas quelque chose qui tend vers l'égalité, comme le communisme, comme l'extrême gauche, par exemple. L'extrême gauche cherche l'égalité, l'extrême droite cherche la hiérarchie, l'aristocratie en réalité. Et c'est pour ça que peut-être elle s'appuie plus sur Nietzsche que sur Marx, évidemment. Et c'est la lutte de ces deux courants. Là, pour l'instant, on voit bien lequel est en train de l'emporter, grâce justement aux milliardaires, aux oligarques milliardaires, au patronat en réalité.
Bon, voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis merci de votre écoute. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit bien sûr, à l'espace. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites. Vous pouvez participer, il suffit de m'écrire et de proposer quelque chose et on voit ce qu'on peut faire. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite, on continue dans la lignée. Merci.